Donc, le titre du chapitre, c'est le caprin en Corse, un fort ancrage pastoral entre marginalisation et relance. Donc, il y a un mot-clé qui est pastoral, qui est très fort au niveau caprin en Corse, au niveau des composantes pastorales, puisque l'île se définit fortement comme une pastorale et il y a une certaine confusion même dans les dénominations entre pastoralisme et élevage, c'est-à-dire tous les élevages ne sont pas essentiellement pastoraux, ça veut dire utiliser les ressources spontanées locales. Et tous les élevages n'utilisent pas que des ressources spontanées locales, loin s'en faut, mais toutes ont des composantes pastorales. Donc, je dis ça pour nos amis du continent. Avec une répartition sur tout le territoire, avec plutôt une dominante des brebis sur la partie est et les zones de plaine, et un peu plus de chèvres dans les zones de montagne, ce qui correspond bien au niveau des caprins à l'adaptation de la chèvre corse aux milieux pastoraux, à la fois arbustifs et maquis et herbacés, et surtout une valorisation du maquis. Donc, la chèvre est présente depuis très longtemps dans les sociétés pastorales et en particulier en Corse. Donc, dans cette petite présentation, rapidement, l'organisation de l'élevage n'était pas du tout la même qu'elle est aujourd'hui. Jusque dans les années 40, on avait un élevage qui était domestique, production vivrière et familiale. C'est assez proche finalement de ce que vous évoquiez au départ, près des villages. Donc, c'était un élevage autour des villages avec des troupeaux, avec deux types de troupeaux, des troupeaux donc, de villages et des troupeaux plus importants dans les zones de maquis qui utilisaient les parcours collectifs. Donc, alors c'est une pratique qui est généralisée en Méditerranée du Nord en particulier, dans les zones de montagne. C'est la pratique de la double transhumance, à la fois pour les ovins et les caprins, avec une descente, puisque la plupart des villages sont entre 600 et 800 mètres. C'est une descente des animaux l'hiver en zone de plaine. Donc, pour les chèvres, c'était avec les troupeaux ovins, et une remontée en été dans les estives, pour profiter de meilleures conditions climatiques, sachant que les zones de plaine, pour des raisons sanitaires, ne pouvaient pas être utilisées pour la vie humaine et animale en été, en particulier à cause du paludisme. Par contre, ce qu'on retrouve dans la littérature tout le temps, c'est l'ostracisme vis-à-vis des chèvres par rapport aux ovins, j'ai fait une erreur d'écriture, qui était considéré comme l'espèce noble. On retrouve ça certainement aussi en Sardaigne, où l'espèce qui est mise en avant, c'est l'espèce ovine. La chèvre, est relativement marginalisée, avec notamment la position de l'administration et la réduction de l'espace de pâture des chèvres, qui était considéré comme détruisant les forêts, enfin, la permanence des arbres. Mais il y avait une certaine forme de droit coutumier, d'équilibre qui se mettait en place. Donc, à la fin du 19e siècle, donc jusqu'en 1940, il y a eu la plantation de Roquefort qui a été évoquée, avec donc toujours cette spécialisation ovine marquée et une marginalisation de l'élevage caprin et une chute rapide des effectifs, parce que tout simplement, ça rapportait mieux et que c'était plus bénéfique. Alors, après le départ de Roquefort, un certain nombre d'élevages ovins ont eu peur de ne pas pouvoir continuer à livrer leur lait et à des entreprises industrielles. Et certains se sont orientés, notamment dans les zones les plus reculées, à l'élevage caprin, donc avec la mise en place d'un système d'élevage stable de 100 à 250 mères, comme celui qu'on a vu ce matin, tout récent, mais qui est également dans cette fourchette-là, et qui mobilisait la connaissance des ressources et des milieux, et la compétence des chevriers. L'éleveur nous l'a dit ce matin également, que en dehors des services techniques qui l'ont beaucoup aidé, vous avez dit, les retours des anciens
ont été très utiles pour comprendre comment élever ces troupeaux. Avec donc, la chèvre corse, et c'est ce qui fait quand même la différence, même avec les chèvres dites pastorales sur le continent, c'est cette valorisation presque exclusive des parcours pastoraux et également une généralisation de la transformation fromagère fermière qui aujourd'hui atteint 75% des troupeaux. Hein. Voilà, l'éleveur qu'on a vu ce matin nous a dit qu'il n'avait que des parcours pastoraux, certains plutôt en herbe, certains plutôt en maquis, mais il n'avait pas de surface fourragère au sens strict. Et ça, c'est une caractéristique extrêmement forte qui doit nous interpeller aussi sur la pérennité des systèmes, comment permettre à ces systèmes qui n'ont pas de surface fourragère d'être rentables et d'être sûrs. Donc, la race caprine corse, je ne vais pas trop en parler, Dolly-Laure va en parler, c'est une race très ancienne depuis le 6e millénaire, avec un certain nombre de publications à ce titre, et François pourra nous en dire quelques mots, puisqu'il a participé à une publication sur l'origine génétique de la chèvre corse, qui, vous les avez vues, ces chèvres, elles ont toutes des robes différentes et sont de petites, avec la traite manuelle qui a été évoquée aussi par l'éleveur qu'on a vu ce matin. Donc, il y a de noms. Donc, je rentre pas trop là-dedans, mais donc la race est reconnue depuis plus de nombreuses années, mais le schéma de sélection vient d'être mis en place par l'association et dans le cadre d'une dynamique technique et de développement et de préservation de la race. Donc, bon, on en reparlera après. Donc, on voit l'évolution du nombre d'exploitations caprines et on se rend compte que la chute qui a eu lieu a été très forte entre 1970 et 1990. Par contre, on assiste à une certaine stabilisation, voire une augmentation du nombre d'exploitations caprines, puisqu'il y a eu, je crois, jusqu'à récemment, c'était le type d'orientation, enfin d'exploitation, où il y avait le plus d'installations. Bon, l'éleveur nous a dit qu'il y avait aussi beaucoup d'échecs, mais c'est un élevage qui intéresse pas mal de jeunes. Et une caractéristique aussi, c'est que la plupart sont spécialisés caprins, ce n'était pas le cas précédemment, puisqu'il n'y a que, enfin, pour les 380 qui existent, il y en a 76 qui sont mixtes, et avec à la fois des très petits élevages et d'autres beaucoup plus importants, puisque le nombre moyen reste relativement faible, et puisqu'il y a 92 mères par élevage en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des élevages qui ont moins de 50 chèvres de manière importante, donc est-ce qu'ils sont spécialisés ou pas, on peut s'interroger, et un noyau important qui ont plus de 200-250 chèvres. Je crois que la plus grosse exploitation, si Dolly-Laure paraît si je dis une bêtise, ça doit être 500 chèvres. Hein, la plus grande exploitation caprine. Dans cet ordre-là. On était allés ensemble à Voltif. 600, ouais, bon, on est dans ce. Oui, c'est 700. Donc, une production qui est de 6 millions de litres de lait environ, dont 4,5 millions est transformée à la ferme pour une productivité laitière de 170 litres qui augmente régulièrement. Mais pour vous qui êtes habitués aux chiffres extrêmement hauts du continent, notamment dans l'Ouest, on n'est pas sur le même système d'élevage. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, on est dans des logiques de production qui sont différentes. Donc, c'est pourquoi? Parce que c'est une conduite qui est presque exclusivement sur parcours, avec donc très peu de surface fourragère. Dolly-Laure nous le précisera. C'est aussi un mode de conduite sans gardiennage continu. L'éleveur nous l'a dit ce matin, depuis des temps immémoriaux, puisqu'il y a la fameuse citation d'un historien et philosophe romain ou grec de Diodore de Sicile, qui
qui décrivait le fonctionnement des chèvres en Corse, hein, spécifiquement. Les chèvres ne perdent jamais leur troupeau, marqués par des signes distinctifs, lors même que personne ne les garde. Donc, il y avait un système traditionnel de sélection qui était basé sur la diversité des familles matrilinéaires. Et notre collègue Piero Santucci avait travaillé en particulier là-dessus. Mais ce qu'on constate fortement, c'est que les savoir-faire d'apprentissage et de marquage des animaux ou de repérage par l'éleveur sont en grande partie perdus. Il reste des éléments au niveau de la pratique de la conduite du troupeau, mais on peut considérer, enfin, par rapport à ce qu'on pouvait dire il y a une dizaine d'années, vous me contredisez si vous pensez que j'ai tort, hein, c'est pas, mais une grande partie de ces savoir-faire, de ces pratiques sont aujourd'hui perdus. Et donc la question, c'est comment maîtriser la conduite du troupeau en sachant que ces savoir-faire sont perdus. Alors, une caractéristique importante aussi de la situation présente, c'est que les comportements des animaux en matière alimentaire et pastorale sont très altérés par le recours important et à la forme de distribution de foin et de concentré. Donc, l'éleveur nous a dit ce matin qu'elle achetait du foin principalement en gros. Il faudrait savoir les quantités de foin qui sont distribuées et également les quantités de concentré. On a chez certains éleveurs des quantités extrêmement importantes, ce qui relativise beaucoup la caractéristique pastorale de l'élevage. Et je crois que c'est quand même un sujet qui vous préoccupe beaucoup de trouver une forme d'autonomie alimentaire qui permet d'abord d'ancrer la chèvre dans son territoire, mais également d'avoir une meilleure cohérence économique sans pour autant avoir des conditions de travail trop difficiles. Parce que s'occuper de chèvres sur parcours, c'est très lourd au travail. Voilà, donc l'élevage caprin en Corse est orienté. Si j'ai pas regardé le temps, mais l'élevage caprin en Corse est orienté vers la production laitière ou fromagère et la vente de cabris. Donc c'est un élevage laitier avec une bonne valorisation de ces cabris. Hein. À Noël et dans une moindre mesure à Pâques, parce qu'en fait il y a souvent 2 périodes de naissance et qu'il y a une habitude de consommation dans ces 2 périodes. Il y a un élevage type, pour vous donner le modèle économique qui existe, c'est 215 chèvres, dont 140 à la traite, qui produisent 31 000 litres de lait et qui donne un produit brut donc avec 110 cabris vendus et 28 chopettes de renouvellement, 120 000 € de produits bruts, dont 36 000 d'aides et 85 000 € de charge totale. Donc, on se rend bien compte que sans les primes, c'est ce que nous a dit aussi eh bien, l'élevage ne peut pas être rentable et s'en sortir. Donc, les primes, c'est aussi une forme, ça correspond aussi à la réalité du service écosystémique que rend la chèvre à la société. Donc, la transformation fromagère, je ne reviens pas, concerne 75% des élevages. Hein. C'est forte contribution des parcours, ça je l'ai déjà dit. Et donc, cette concentration de foin et cette distribution de foin et de concentré qui a fortement augmenté conduit à avoir une autonomie alimentaire qui est souvent inférieure à 45% sur l'élevage. Donc, voilà. Donc, vous voyez un petit peu le caractère comment on dit ça, pas très paradoxal, la notion d'intensif et d'extensif, c'est pas aussi simple que ça à prendre en compte. Je cherchais mes mots, merci. Alors, il y a une autre tendance aussi qui est très peu documentée aujourd'hui, c'est des installations en race saharienne ou alpine qui ont été encouragées par certaines laiteries
pour fabriquer, pour donner du lait aux laiteries qui traditionnellement pouvaient en acheter à l'extérieur, pour fabriquer des fromages mixtes, chèvres et brebis. Et certaines installations aussi de ce type-là, donc avec un système non pastoral, a priori, qui conduit à fabriquer pour fabriquer une diversité d'offres fromagères, y compris de type crottin et compagnie, autour des agglomérations et donc aller sur les marchés. Donc c'est un fromage c'est sur des élevages qui utilisent l'image aussi de la Corse, hein, mais qui ne correspond pas au système traditionnel corse. Alors, il y a aussi un certain nombre d'éleveurs qui ont des races alpines, des chèvres alpines sur leur troupeau, mais en système pastoral, je dirais, qui complètent leur troupeau en race corse, bien que la race corse soit très largement dominante dans le cheptel actuel. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme particularité? C'est que toutes les productions fromagères en Corse, par rapport à ce qui se passe dans les autres régions de France, le fromage peut être à la fois un fromage de brebis et un fromage à la fois fait avec du lait de brebis et du lait de chèvre. Donc, la spécialité du type de lait ne caractérise pas le fromage. À part peut-être le cas du fromage de Calenzane, qui est un fromage, semble-t-il, unique en France et en Europe, qui est basé sur un affinage en cave en saumure autour du village de Calenzane. Si Jean-Michel, tu peux apporter des précisions. Et donc, ça fait partie d'un type de fromage qui a été travaillé dans le cadre de la foire du fromage, où vous irez demain, hein, dans le cadre des travaux de la commission technique de la foire du fromage. Puisque le travail de cette commission, qui ne concernait pas que les caprins, bien sûr, a consisté à faire émerger par les acteurs eux-mêmes, que ce soit des éleveurs ou des transformateurs ou des gens de la société civile, quels étaient les cas de fromage, les fromages, les types de fromage correspondaient le plus aux productions traditionnelles. Il y a eu 5 fromages, le Vénaquez, le fromage de Calenzane, le New Linku et le Pastélicat. Et le Sartinese, comment je vais faire relire par Jean-Michel. Et du sud, qui est une pâte voilà. Donc, enfin, le Brouch, Jean-Claude en a parlé, seul AOP fromagère en Corse pour le moment. C'est un fromage de lactosérum obtenu par chauffage direct du petit lait à 45 degrés, mais qui est du petit lait de chèvre ou de brebis. Donc, ça correspond à ce mélange de lait. Donc, le cabri de lait, c'est un pré-ruminant strict qui n'a consommé que du lait de la mère jusqu'à son abattage à 45 jours. On constate, et ça explique aussi la démarche de l'association de mettre en place une IGP, on constate un certain délitement des consommations traditionnelles. À Noël, il y en a certains qui préfèrent le chapon au cabri, par exemple. Et donc, certains peuvent... C'est vrai ou pas? Blasphème. Mais c'est une réalité. Et certains, alors bien qu'ils soient toujours bien vendus, se vendent assez bien, certains ont leur clientèle. Il y a un certain nombre d'éleveurs qui ont un peu plus de difficultés à vendre des chevaux à cette période. Donc, il y a aussi une importance de marché informel, puisque les conditions d'abattage impliquent d'utiliser un abattoir qui est souvent très éloigné. Donc, souvent, il y a des formes de commercialisation informelle. Et il y a le fameux projet d'IGP Cabri Corse pour diversifier les marchés, donner accès aux produits sur d'autres chaînes de valeur. Donc, il y a des productions qui sont aujourd'hui délaissées, qui sont indiquées simplement pour mémoire, hein, les cornes et la cape du berger, qui n'a pas donné lieu à une appropriation par la haute couture pour le moment. Voilà.
Donc, je vais terminer parce que le temps passe. Donc, c'est ça qu'il faudra qu'on puisse mettre en débat, discuter. Donc, il y a un engouement récent pour l'installation en élevage caprin, d'abord pour des questions foncières, mais pas uniquement, un intérêt notamment de futurs éleveurs et éleveuses. Un fort renouvellement de l'origine et de la motivation des jeunes installés. Il y a des installations de personnes d'origine urbaine ou qui ne sont pas du milieu pastoral ou qui sont extérieurs à l'île d'origine, et surtout certains qui n'ont pas de disponibilité en foncier. C'est un élevage qui est synonyme de liberté et d'identité culturelle, mais avec des conditions de vie difficiles qui ne sont pas toujours anticipées par les gens qui s'installent, d'où les échecs. Et surtout, et ça c'est une réflexion que l'on peut avoir, y compris avec la recherche, une absence de modèle technique consolidé sur l'utilisation des parcours, avec des savoir-faire de conduite perdus, à la fin de rechercher une autonomie alimentaire dont on a parlé précédemment. Alors, il y a une autre menace, c'est le changement climatique dont on ne mesure pas nécessairement encore totalement les effets et qui peut même amener à des remises en cause, y compris sur l'orientation de la race. C'est Jean-Michel qui le disait l'autre jour et je crois que c'est très important, c'est-à-dire qu'on garde en esprit une ouverture sur les orientations futures pour ne pas aller dans le mur. Donc, il y a quand même un risque de désancrage territorial et un appui des institutions régionales. Je cite ici l'ODAR, mais comme Yves le rappelait précédemment, il y a une discussion sur les propositions faites par la Corse sur la loi d'orientation agricole pour le futur, pour la future programmation. Propositions qui risquent de ne pas être toutes prises en compte au niveau national, mais il n'en demeure pas moins que cette programmation met en évidence une mise en priorité des institutions régionales, quelles qu'elles soient, en faveur de l'eau, de maîtrise de l'eau pour l'agriculture et pour l'État, bien entendu, puisque l'eau est un enjeu important, mais aussi en faveur du pastoralisme. Donc, le pastoralisme apparaît aujourd'hui et présenté comme une priorité. Donc, comment transformer cette priorité en action et en plan opérationnel précis. Voilà. Donc, les enjeux, comment rendre l'élevage caprin rentable et attractif? Quelles seront les ressources pastorales demain? C'est ce qu'on imagine. Combien y aura-t-il d'élevage caprin demain et qui seront les éleveurs? Il y a eu beaucoup d'articles là récemment pour dire c'est la mort du pastoralisme, c'est la mort du pastoralisme. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Où et comment seront implantés les différents types d'élevage? Donc, c'est des questions. C'est pas simplement dans une conférence, ça fait bien de dire ça, mais c'est réellement un enjeu pour demain, pour les gens qui travaillent dans ce secteur. Voilà, merci.